Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43, c'est Jérémy Caussade, le président et cofondateur d'Aura Aéro. Bonjour. Bonjour. Alors, on est à l'avion électrique pour le petit biplace et sur l'avion régional, on y est presque. En tout cas, vous aviez un avion hybride qui rencontre un grand succès. Encore un contrat d'un transporteur aérien régional basé à Dallas au Texas. Ça, c'est une performance, parce que dans un État où on est contre la transition énergétique et où on dit vive le pétrole, vous avez quand même vendu hier des avions à JSX. Alors, des avions électriques ou pas électriques, hybrides, expliquez-nous, parce que c'est formidable, c'est une révolution. Ouais, c'est des avions à propulsion électrique. Donc, on utilise en fait des moteurs électriques pour propulser l'avion. Et après, à l'intérieur de l'avion, on a des turbines qui permettent de générer de l'électricité, puisque le basé sur du tout batterie fonctionne pas à l'heure actuelle sur un avion commercial. Donc là, c'est un contrat avec 150 appareils. C'est pour faire des liaisons de quel type ? Donc c'est ce qu'on appelle les liaisons régionales. Donc c'est des liaisons qui font entre 300 et 600 km pour la plupart. Ça peut aller un peu plus loin, mais le cas typique c'est celui-là. Et le principe général, c'est d'avoir une offre moderne sur un avion un peu plus petit que ce qu'a JSX à l'heure actuelle. Ils ont plutôt des 30 places. Et l'idée c'est de couvrir avec une fréquence suffisante des endroits un petit peu reculés, soit pour rejoindre des grands hubs, soit pour faire des transversales. Donc là, il y a combien du coup de places ? Donc c'est moins de 30 places parce que 19, c'est ça ? 19 places. Parce que j'ai toujours lu et entendu que ouais, c'est ça, parce que sur les plus gros avions, c'est pas possible de faire de l'électrique aujourd'hui. C'est une grosse batterie avec quelques places à l'intérieur en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, il n'y aurait pas beaucoup de sens. On transporterait plus de batteries que de passagers. Donc l'idée générale, effectivement, c'est un avion à hélice, on le voit sur les images. Mais un des marchés de cet avion-là, effectivement, c'est le remplacement des petits jets sur des liaisons relativement courtes. Alors, donc, je reviens, je fais mon Anthony Morel sur la technologie. Donc, c'est la propulsion électrique avec effectivement des moteurs électriques, mais pour leur donner de l'énergie, vous êtes obligé encore d'utiliser du kérosène, mais du coup, le bilan carbone, quel est-il ? Sur la mission typique de l'avion régional, on va prendre une liaison d'à peu près 400 km, on a des abattements entre 50 et 80% sur les émissions. Ah, c'est bien quand même. Voilà, et qui sont dus au fait qu'on a des turbines plus efficaces, qu'on a une chaîne de propulsion plus efficace et qui est plus adaptée à la mission. Là, en termes de développement, vous pouvez fournir les 150 appareils dans les délais impartis. J'imagine qu'une commande amène une autre commande comme d'habitude et qu'il va peut-être y avoir un problème de gouffre d'étranglement. Oui, ce serait un problème un peu de riche, mais disons que... Ah oui, mais c'est le problème de toute l'industrie aéronautique. Oui, c'est vrai, mais en même temps, les challenges qu'on a devant nous font qu'on doit trouver des solutions et on peut les trouver. Donc l'idée générale, on passe un peu plus de 500 avions en lettre d'intention, ce qui, à ce stade du programme, est bien. Ça fait quand même 8 milliards de dollars de carnet de commande. Mais quand vous dites à ce stade du programme, ça veut dire que c'est quelle échéance pour un avion Ça veut dire grosso modo qu'on a validé la faisabilité de l'avion, qu'on sait qu'on peut le faire, qu'on a tous les éléments qui nous permettent de le faire, qu'on est en train de faire le design détaillé de l'avion. Et donc les prochaines échéances pour nous, elles sont assez simples en fait. Une fois que le marché a répondu, et c'est le cas, c'est déposer le permis de construire en janvier pour l'usine. L'usine à Toulouse, sur une usine de 48 mètres carrés qui va nécessiter un investissement de 150 millions d'euros. Donc une nouvelle levée de fonds, j'imagine. Parce que là, vous avez levé 60 millions d'euros, 30 millions cette année. C'est ça. Donc c'est pas assez. Non, c'est pas assez. C'est pas assez, mais ça correspond à un certain phasing dans le développement de l'avion. Donc, donc en gros, ce qu'on retient nous, c'est que le schéma industriel est en place, on est en train de le dérouler. Le marché a répondu correctement, la faisabilité technologique a été démontrée, et donc il reste plus que, avec des gros guillemets, faire tout le reste. Produire. Ils veulent quand cet avion alors du coup une date ? L'idée, c'est qu'on vole entre fin 2026 et début 2027. Pour le premier prototype, il faut à peu près 2 ans de certification. Donc en gros, c'est une arrivée sur le marché entre fin 2028 et début 2029. Mais c'est assez dingue quand même. Enfin, ce projet, moi, je trouve fascinant, comme d'autres projets qu'on voit dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale. Je pense que ça n'aurait pas été possible il y a encore 15 ans. C'est-à-dire, on se disait, les barrières à l'entrée sont infranchissables. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, une petite start-up créée par des ingénieurs aéronautiques se dise, on va construire des avions, voilà, comme Airbus, comme Boeing. Ils le fassent vraiment. Et ils le font vraiment. Et voilà, on a des lignes de production. Qu'est-ce qui a changé Et précommande de 500 appareils. Oui, c'est ça, avec un carnet de commande de 8 milliards. Enfin, c'est un truc de fou. Ce qui a changé, c'est que le contexte, le monde est en train de changer. Les besoins auxquels les avions doivent répondre changent. On doit être compatible des trajectoires climatiques. Et ça crée un appel d'air avec des technologies disponibles également pour se dire que il faut répondre aux besoins de demain. Et il y a une opportunité à le faire. Et le 19 places pour nous est un avion un peu particulier parce qu'il est à la fois très gros pour des petits acteurs
et très petit pour les gros acteurs. Donc arriver à se positionner sur ce segment-là, c'est un peu particulier et c'est une énorme opportunité pour nous. Donc oui. Donc C'est-à-dire qu'Airbus n'aurait pas pu le faire? Airbus est toujours capable de le faire, mais c'est relativement petit pour eux. Et je pense que les challenges d'Airbus sont probablement ailleurs. Ouais. Donc on est en complémentarité sur ces sujets. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets qu'on partage et sur lesquels on collabore. Hein. Et combien de salariés, vous avez combien d'ingénieurs notamment? Cette année, on est assez content. On a embauché 110 personnes en CDI 110 pour personnes. 137 personnes au total avec les alternants et donc on est un peu plus de 250 dans la structure maintenant. Et on va embaucher probablement à peu près le même nombre de personnes sur 2024. Mais ça doit être difficile comme à Toulouse parce que Airbus a besoin de bras, ils sont en permanence en train de recruter, le marché. C'est la séquence recherche talent. Adressez-vous aux talents de l'aéronautique et pourquoi ils iraient pas chez Airbus et plutôt chez vous? Non, mais je pense qu'après nous on représente une goutte d'eau par rapport aux besoins dans Oui, l'aéro mais global. bon, Donc 250 embauches, c'est Il faut aller les chercher quand même. Hein. Dites pas que vous Oui. représentez une goutte d'eau, ils vont pas venir. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que ça pas, Aura à Toulouse ne va pas changer la problématique, la tension, on va pas la rendre pire ou meilleure. En revanche, on a une certaine offre avec un développement en cours qui correspond à quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver sur la place toulousaine ou en France ou dans le secteur aéronautique. Donc je pense qu'on est plutôt complémentaires. Et puis c'est des phases de développement assez intenses, donc qui correspondent à certaines typologies de personnes. Encore une question. Juste une petite question sur l'électrique, au-delà du côté décarbonation qui est évidemment l'essentiel, est-ce que ça a d'autres avantages comme dans la voiture? Par exemple, les voitures électriques font pas de bruit. Est-ce que c'est des avions qui au décollage et à l'atterrissage ne font pas de bruit non plus? Ouais, c'est une très bonne remarque. Et c'est vrai, le sujet de la propulsion électrique amène plusieurs éléments, y compris en mode hybride, qui est une diminution du bruit, donc à la fois à l'extérieur pour les riverains, mais également à l'intérieur pour les passagers. Grosso modo, ça nous permet de viser des niveaux de bruit d'un jet avec un avion à hélice. Or, sur des liaisons courtes, l'avion à hélice reste l'avion le plus efficace. Bon, et l'avion complètement électrique, vous en faites déjà, les biplaces, et pour un avion comme ça, un jour c'est possible quand même qu'il soit 100% électrique? On peut jamais dire jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, c'est peu probable et avec pas un intérêt énorme. Mais l'innovation n'est pas linéaire, donc on verra de quoi demain est fait. Merci beaucoup Jean-Yves Gras, directeur général et fondateur Non, raté, d'ailleurs. c'est Jérémy Cossade. Oui, pardon, Jérémy Cossade, président et cofondateur d'Aura Aéro.